Bienvenue, aujourd'hui on explore ensemble un document de projet assez pointu mais qui pourrait avoir un vrai impact. Valorisation des engrais verts comme amendement durable pour les sols sableux sahariens. Ça fait partie d'une initiative plus large nommée Agritechsol. Hmm. Le contexte, c'est le Sahara. Un défi majeur, on le sait. Les sols là-bas, le document le rappelle bien, sont surtout sableux, très pauvres en matière organique. Ils ont du mal à garder l'eau, les nutriments, bref, c'est compliqué pour l'agriculture. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et face à ça, Agritechsol propose une piste, les engrais verts. Donc notre but aujourd'hui, c'est de comprendre comment cette technique, qui est ancienne mais remise au goût du jour, pourrait vraiment changer la donne pour ces terres arides. Exactement. C'est une approche qui vient tout droit de l'agroécologie, en fait. L'idée de base, c'est d'utiliser les processus naturels, des plantes spécifiques, pour améliorer le sol, plutôt que de compter principalement sur, disons, les produits chimiques. D'accord. C'est une voie vraiment intéressante pour une agriculture plus durable, surtout dans des conditions aussi difficiles que le Sahara. Parfait. Alors, allons-y. C'est quoi, au juste, ces engrais verts? Et comment Agritechsol pense qu'ils peuvent agir sur ce sable saharien? Pour commencer, Oui, commençons par la définition. Qu'est-ce qu'on entend exactement par engrais verts? Le document l'explique, je crois. oui, c'est assez clair. En gros, ce sont des plantes qu'on cultive, mais pas pour les récolter au sens classique, hein, pas pour les vendre ou les manger directement. Ah oui. Avant qu'elles montent en graines, en général, on les enfouit, par un labour léger ou autre. D'accord. Et c'est là, en se décomposant dans la terre, qu'elles vont, comment dire, libérer leurs bénéfices. Elles apportent de la matière organique, des nutriments, et elles peuvent même améliorer la structure physique du sol. C'est un peu contre-intuitif, hein. Cultiver pour ne pas récolter, mais pour nourrir la terre. C'est exactement ça. L'étude liste d'ailleurs plusieurs avantages. Ça forme une couverture qui protège le sol de l'érosion, c'est important. Certaines plantes, les légumineuses, peuvent fixer l'azote de l'air, ça c'est précieux. Ah oui, l'azote atmosphérique, c'est une ressource gratuite en quelque sorte. Voilà. Et puis bien sûr, ça restitue des éléments nutritifs importants, hein. Le document parle d'azote, N, de phosphore, P, de potassium, K, mais aussi de calcium, Ca, de soufre, S. Tout à fait. Et cet apport de nutriments, c'est important, mais c'est pas tout. Il y a aussi un rôle écologique fondamental. C'est-à-dire? Cette couverture végétale, elle limite l'érosion, comme vous disiez. Mais elle stimule aussi la vie du sol, les microbes, les champignons, toute cette activité biologique qui est essentielle pour la fertilité. D'accord. Et en nourrissant le sol comme ça, de manière naturelle, on espère pouvoir réduire le besoin en engrais chimiques, ce qui est bon pour l'environnement, et potentiellement pour le portefeuille de l'agriculteur aussi. C'est clair sur le principe général. Mais revenons au cœur du sujet, le Sahara. Pourquoi cette technique serait particulièrement adaptée là-bas, selon Agritechsol? Quels sont les bénéfices spécifiques attendus sur ce type de sol, le sable? Alors, l'étude pointe plusieurs fonctions clés qui sont particulièrement pertinentes pour ces sols sahariens. D'abord, l'amélioration directe de ce qu'on appelle la fertilité chimique. Mhm. Ces sols sont souvent très pauvres, carencés. Donc l'apport d'azote par les légumineuses, le document cite la luzerne, le trèfle, la vesse, le pois, le lupin, c'est crucial. Ces plantes, elles travaillent avec des bactéries pour transformer l'azote de l'air en une forme que les plantes peuvent utiliser. C'est un apport majeur. Oui. Et puis, quand toute la plante se décompose, feuilles, tiges, racines, ça relâche aussi les autres éléments qu'elle avait puisés dans le sol ou l'air. D'accord pour la chimie, mais le document insiste aussi beaucoup sur l'amélioration de la structure physique du sol et de sa capacité à retenir l'eau. Ça, dans du sable, ça paraît difficile, non? Le sable, ça laisse tout passer. Oui, et c'est peut-être un des points les plus importants, les plus transformateurs pour le Sahara. Les racines de ces engrais verts, d'abord, elles explorent le sol, elles créent des petits canaux, ça aide l'eau à s'infiltrer, ça aère un peu. D'accord. Mais l'effet principal, ça vient vraiment de l'apport de matière organique. Quand ces plantes enfouies se décomposent, elles forment de l'humus, cette matière noire, stable. L'humus, oui. Et l'humus, ça agit un peu comme un liant, un ciment doux entre les grains de sable. Ça crée des petits agglomérats, le sol devient moins fuyant. Ah, intéressant. Et surtout, l'humus agit comme une éponge. Il augmente énormément la capacité du sol à stocker l'eau, à la retenir et à la rendre disponible pour les cultures qui suivront. Une éponge. Exactement. Et ça, dans un climat aride où chaque goutte compte, c'est absolument fondamental.
Un des messages forts du document, je trouve, c'est que pour le Sahara, l'atout maître des engrais verts, c'est peut-être moins l'azote, même si c'est vital, que cette capacité à changer la structure même du sable pour qu'il retienne l'eau. Cette fonction éponge, ça pourrait être le vrai plus alors. Est-ce que l'étude dit si cet effet dure dans le temps ou est-ce qu'il faut en remettre tout le temps? C'est une très bonne question. Le document laisse entendre que c'est un processus cumulatif. Chaque fois qu'on fait un cycle d'engrais verts, on ajoute un peu de matière organique. D'accord. Donc, si la pratique est régulière, on peut espérer une amélioration progressive et qui dure. Ce n'est pas juste un coup ponctuel, c'est vraiment une stratégie à long terme pour construire petit à petit la santé du sol. Compris. Un autre avantage mentionné, c'est la lutte contre l'érosion. Comment ça se passe concrètement au Sahara? Le risque est double là-bas. Il y a l'érosion par le vent, l'érosion éolienne, qui est très forte. Le vent peut emporter les meilleures particules du sol, les plus fines, les plus fertiles, si le sol est nu. Oui. La couverture végétale de l'engrais vert, même basse, elle agit comme un petit brise-vent juste à la surface. Et puis, paradoxalement, il y a l'érosion par l'eau. Ah oui. Même s'il pleut peu, justement. Les pluies sont rares, mais elles peuvent être très violentes, très intenses. Sur un sol sableux, nu, l'eau ne s'infiltre pas forcément bien tout de suite. Elle ruisselle vite et elle emporte la terre. Je vois. L'engrais vert, avec ses feuilles, ses tiges, ses racines, ça freine ce ruissellement. Ça aide l'eau à pénétrer dans le sol et ça protège la surface de l'impact des gouttes de pluie qui peut être destructeur sur un sol fragile. Logique. Finalement, le point central, ça semble vraiment être cet apport de matière organique, non? C'est ça qui lie la fertilité, la structure, la rétention d'eau. Absolument. C'est le moteur de tout le système, en quelque sorte. Et cette matière organique, elle nourrit aussi toute la vie du sol. Les bactéries, les champignons, même les vers de terre si on a. Mhm. C'est toute cette vie souterraine qui fait le travail de décomposition, de recyclage des nutriments, qui maintient une bonne structure. Un sol vivant, c'est un sol qui fonctionne bien. Donc, apporter régulièrement de la biomasse fraîche, avec les engrais verts, c'est une façon de nourrir et d'entretenir cette vie du sol. Et il y a un dernier point, assez surprenant peut-être, la lutte contre les mauvaises herbes et même certains nuisibles du sol. Comment ça marche ça? Alors, l'étude parle de deux mécanismes principaux. Le premier, c'est tout simple, la compétition. Ah, Un bon couvert d'engrais verts, s'il est dense, s'il pousse bien, il occupe l'espace. Il prend la lumière, il prend l'eau, il prend les nutriments. Du coup, il reste moins de place et de ressources pour les mauvaises herbes, les adventices, pour qu'elles germent et se développent. C'est un effet d'étouffement naturel. d'accord. Et puis, il y a un deuxième mécanisme, un peu plus subtil. Certaines espèces d'engrais verts, l'étude donne comme exemple le seigle, la facélie, la moutarde, ont ce qu'on appelle des propriétés allélopathiques. Allélopathique. Allélopathiques, oui. Ça veut dire qu'elles libèrent dans le sol des substances chimiques qui peuvent gêner la croissance d'autres plantes. Ça peut inhiber la germination de certaines mauvaises herbes ou même perturber le cycle de vie de certains parasites du sol comme des nématodes ou des champignons. C'est une sorte de désherbage ou de protection sanitaire biologique intégrée à la culture. Fascinant. Tous ces rôles possibles. Bon, alors, passons à la pratique. Comment le projet Agritech Sol compte mettre tout ça en place sur le terrain? Quelles sont les étapes concrètes décrites dans le document? Alors, le processus qui est proposé, il est assez pragmatique. Il suit une logique agronomique bien connue, mais adaptée au contexte. Premièrement, et c'est crucial, Oui, la sélection des espèces. On ne prend pas n'importe quelle plante. Il faut qu'elle soit adaptée au climat saharien, chaleur, sécheresse, et au sol sableux. bien sûr. L'étude mentionne spécifiquement l'avoine, le sarrasin, le millet, comme étant pas mal pour les sols légers. Et on revient sur les légumineuses luzerne, veste, trèfle, pois, lupin pour l'azote. Le choix final dépendra de ce qu'on veut cultiver après et de ce qu'on cherche à améliorer en priorité. L'azote, la structure, la biomasse. D'accord. Le choix est clé. Et ensuite? La mise en culture, on sème ces plantes, soit entre deux cultures principales, ce qu'on appelle une interculture, ça permet d'utiliser une période où le sol serait nu sinon, soit pendant une période de jachère pour l'améliorer. La durée de croissance avant l'enfouissement est estimée entre 4 et 8 semaines. C'est assez court, mais ça peut suffire pour produire pas mal de biomasse, selon l'espèce et l'eau disponible, bien sûr. 4 à 8 semaines, c'est rapide en effet. Et l'étape suivante, c'est l'enfouissement, c'est ça? C'est l'incorporation à sol. Exactement. C'est le moment signature de l'engrais vert. Juste avant que la plante ne fleurisse, c'est là qu'elle est la plus riche en nutriments et en matière verte,
On la coupe ou on la broie et on la mélange avec la couche de surface du sol. Le document parle de 15-20 cm de profondeur. Mhm. Et c'est là que la décomposition commence et que les bénéfices sont progressivement libérés. Et il y avait une autre option mentionnée. Oui, une valorisation complémentaire. Si jamais on produit vraiment beaucoup de biomasse, plus que nécessaire pour l'enfouissement direct, l'excédent pourrait être mis en compost. Ça donnerait un autre type d'amendement, plus stable, qu'on pourrait utiliser de façon plus ciblée. Le processus est clair. Et au final, qu'est-ce que ça livre à l'agriculteur? Quels sont les produits concrets de cette méthode? Puisqu'il n'y a pas de récolte à vendre. Le produit principal, ce n'est pas quelque chose qu'on vend. C'est un capital sol qui a été amélioré. C'est un investissement, en fait, pour l'avenir de la parcelle. D'accord, un investissement. Concrètement, l'agriculteur obtient un sol qui est plus riche en matière organique, qui a une meilleure structure, qui retient mieux l'eau et les nutriments, et potentiellement, oui, il peut aussi avoir du compost de qualité. Hmm. L'étude insiste aussi pas mal sur l'intérêt des mélanges d'espèces. L'idée, c'est de combiner les points forts. Par exemple, mettre une légumineuse pour l'azote avec une céréale qui produit beaucoup de paille pour la matière organique et la structure, et peut-être une crucifère pour l'effet sanitaire. Ah oui, un cocktail. Voilà, un cocktail végétal pour avoir une synergie, pour que l'effet global soit meilleur que la somme des effets de chaque plante prise séparément. Bon, imaginons que ça marche, que cette technique soit bien mise en place par Agritexol. Quelles seraient les conséquences, les retombées, comme dit l'étude? Elles sont classées en 3 grands types. Oui, c'est une bonne façon de voir l'impact à différentes échelles. D'abord, l'agronomie. Voilà les retombées agronomiques. C'est le but premier. On vise une amélioration qu'on peut mesurer, meilleure structure du sol, meilleure rétention de l'eau, ce qui pourrait vouloir dire moins d'irrigation ou mieux passer les sécheresses. Ce qui n'est pas rien. Ah non. Enrichissement en nutriments, NPK, oligo-éléments sont cités, et une stimulation de la vie du sol. Le document suggère même que cet apport régulier de matière organique pourrait augmenter la capacité de rétention en eau de façon significative. Le chiffre exact n'est pas donné, mais l'idée est là. En gros, des sols plus fertiles, plus stables. Ensuite, l'environnement. Oui, les retombées environnementales, réduire l'érosion par le vent et l'eau, ça préserve le capital terre, c'est direct. L'étude pense aussi qu'on pourrait utiliser moins d'engrais chimiques, Mhm. ce qui veut dire moins de pollution de l'eau, des sols, et une empreinte carbone de l'agriculture qui diminue. Et un point important qui est soulevé, la séquestration de carbone. En augmentant la matière organique stable, l'humus, dans le sol, on stocke du carbone qui vient du CO2 de l'air. C'est une contribution, à son échelle, à la lutte contre le changement climatique.